Et maintenant, c'est mon immense plaisir et honneur d'accueillir le panel avec nos prestigieux chefs d'État. Ce sera une session interactive, une session à laquelle nous allons avoir par ordre alphabétique le président Sierra Leone, son Excellence Julius Maada, son Excellence le président Uhuru Kenyatta du Kenya, son Excellence Mahamadou Issoufou du Niger, son Excellence M. Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire et son Excellence M. Macky Sall, président du Sénégal. J'espère pouvoir accueillir maintenant nos panélistes. Monsieur le Président Issoufou, si vous le permettez, je vais commencer par vous en votre qualité du président également de la CEDEAO. Les pays africains font preuve d'une grande résilience pour gérer cette crise, mais ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes, alors que le reste du monde est également affecté. Le dernier sommet de la CEDEAO virtuel a montré un front particulièrement uni. Comment est-ce que cela change la manière de laquelle le continent gère sa politique sanitaire actuellement? Bien, je voudrais vous remercier, M. Richard Attias, pour l'organisation du présent débat. Et je voudrais également saluer tous les chefs d'État qui y participent. C'est vrai que le continent africain fait face à cette crise sanitaire qui est mondiale. Et pour l'instant, l'Afrique enregistre 0,42% des décès liés au Covid dans le monde, alors que la population du continent représente 17% de la population mondiale. Plusieurs facteurs peuvent expliquer la résilience de l'Afrique dans cette crise. Peut-être une certaine immunité liée à la prévalence des maladies virales et infectieuses en Afrique. Il y en a qui avancent d'autres raisons comme le climat, la structure démographique de sa population qui est très jeune, et peut-être aussi la marginalisation de l'Afrique dans la mondialisation, avec à peine 2% du commerce mondial. Dans tous les cas, les études et recherches cliniques nous édifieront plus tard. Mais ce qui est sûr, c'est que les mesures barrières adoptées ne peuvent pas à elles seules expliquer une telle résilience, car elles n'ont pas mis les pays développés à l'abri de la pandémie. Les États africains ont compris très tôt la nécessité de coordonner la lutte contre le Covid. Des visioconférences des chefs d'État et de gouvernement ont été organisées au niveau de la CEDEAO et au niveau de l'Union africaine. Plusieurs recommandations ont été formulées, notamment l'institution d'un fonds de solidarité de l'Union africaine en matière de santé, le renforcement de la coopération entre l'organe continental en charge des épidémies, c'est le CDC, et les organes régionaux chargés de la gestion des questions sanitaires. Il y a eu également le renforcement de la coopération entre les États membres en matière de recherche, de formation et d'échange d'expériences dans le domaine sanitaire de manière générale, et particulièrement pour la lutte contre le Covid-19. Dans ce combat contre la pandémie, la solidarité internationale, je crois, est plus que jamais nécessaire en faveur de l'Afrique. Des questions comme l'accès à l'eau, l'accès aux soins élémentaires de santé doivent nous interpeller. Elles doivent être considérées comme relevant, je dirais, du droit humain. Pour l'instant, donc, comme je l'ai dit, l'Afrique fait preuve d'une grande résilience, n'en déplaise aux Cassandres qui ont promis l'effondrement du continent suite à cette grave crise sanitaire. Merci, Monsieur le Président Issoufou. Monsieur le Président Macky Sall, vous oui, avez bonjour, Richard. Bonjour, Monsieur le Président, et merci d'être avec nous. Vous avez, il y a plusieurs semaines, été l'un des tout premiers à prendre la parole et vous avez appelé à un concept très important, ce que vous avez appelé le nouvel ordre mondial. Pouvez-vous nous en préciser les grandes lignes, Monsieur le Président?
Je vous remercie, Richard, d'abord pour cet échange extrêmement important et je remercie le New York Forum Institute et je salue les collègues qui partagent avec moi ce plateau aujourd'hui. Je voudrais également remercier la Commission économique de l'Afrique qui travaille instamment avec nos ministres, mais aussi l'Union africaine à travers la task force qu'elle a mise en place pour s'occuper de la problématique de la dette et de l'annulation de la dette en Afrique. Le constat a été unanime. Cette crise, cette pandémie du Covid-19 a montré que quel que soit le niveau de développement des pays, qu'ils soient pays du G20, pays même du G8 ou du G7, pays africains ou pays en développement, nous n'avons pas pu apporter les réponses appropriées. Nous avons tous été surpris par l'ampleur de la pandémie et malgré les progrès scientifiques, malgré la richesse du monde et de la planète, les systèmes sanitaires globalement ont été défaillants. En tout cas, n'ont pas été capables d'endiguer les conséquences de la maladie. Cela doit nous amener à réfléchir sur le modèle de développement. Finalement, quelle est la finalité de notre humanité? Nous considérons que malgré les financements très importants qui sont consolidés quotidiennement dans les bourses, les transactions qui se chiffrent en trillions de dollars par jour, l'humanité n'a pas été capable, de développer une solidarité entre les pays. Malgré les appels et malgré, en fait, le comportement de l'Afrique, et le président Issoufou vient de le dire, sans moyens importants, l'Afrique a pu quand même être résiliente en termes de nombre de contaminations et en termes de nombre de décès. C'est clair qu'il y a encore des choses que nous ignorons sur le virus, sur le pourquoi de cette résilience de l'Afrique. Il y a certainement une conjonction de facteurs. Mais ce qui a manqué, malgré les efforts au départ, tout à fait louables du G20, d'aller vers un moratoire sur la dette bilatérale, évidemment, c'était un pas, mais un pas insuffisant. Un pas insuffisant par rapport aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Et c'est à ce niveau où nous devons continuer à plaider pour plus de solidarité, pour un nouvel ordre mondial basé sur les valeurs humaines, basé sur la solidarité internationale. Et je dois dire au moment où je vous parle que je me sens un peu triste de constater que, en fait, la pandémie n'a pas suffisamment donné les leçons à l'humanité. Aujourd'hui, vous avez des pays qui ont les capacités de dire nous levons 1 000 milliards de dollars, nous levons 2 000 milliards de dollars. La simple évocation de cette volonté suffit à ces pays pour mobiliser ces ressources. D'autres pays comme les nôtres, malgré leurs efforts, ne sont pas en mesure aujourd'hui de lever 2 000 milliards de dollars ou 3 000 milliards de dollars pour faire face, non seulement à la riposte sanitaire, parce que nous sommes dans ce combat au quotidien, jour comme nuit, pour justement contenir la maladie, ne sont pas en mesure de prendre les protections pour leurs entreprises et pour préserver les emplois. C'est donc il y a une injustice qui vient, en tout cas que le Covid vient encore de prouver, et il faut que ce système international change. Moi, je plaide pour un renouveau mondial basé sur plus de justice sociale, plus d'équité, puisque ce que nous vivons, c'est encore les conséquences d'un modèle économique qui découle de la Seconde Guerre mondiale, et tout a été bâti sur ce modèle alors que l'Afrique n'était pas indépendante. Aujourd'hui, 1,3 milliard d'Africains, qu'est-ce qu'ils vont faire lorsqu'il y aura le vaccin et que les pays qui vont le découvrir n'acceptent pas de partager ce vaccin pour tous? Donc, nous plaidons aussi pour que le vaccin, quel que soit le pays qui va le découvrir, soit un vaccin mis à la disposition de l'ensemble de l'humanité. Donc, moi, je me situe au niveau des valeurs, au niveau de la vision nouvelle, pour une solidarité nouvelle, pour un monde nouveau. Évidemment, nous allons continuer le combat. Chacun de nos pays se bat aujourd'hui pour atténuer la maladie, pour contenir la pandémie et pour qu'il y ait le moins de morts possible.
Merci, Monsieur le Président Macky Sall. Nous reviendrons sur tous ces sujets qui sont fondamentaux. J'aimerais maintenant m'adresser au Président Ouattara. Monsieur le Président, votre gouvernement a annoncé un vaste plan de riposte au Covid-19. Dans quelle mesure ce plan assure-t-il la protection des plus vulnérables et limiter l'effondrement économique que tout le monde prédit, les fameux Cassandres? Oui, je vous remercie, Richard. Oui, bonjour à tous mes amis, tous mes frères et les sœurs aussi qui sont passés tout à l'heure avant nous, sœurs et frères. Moi, je vous remercie. Tout à l'heure, je n'entendais pas du tout ce que Richard nous disait. Je suis heureux de le voir. J'ai bien suivi les interventions de mes frères Issoufou et Macky Sall et nous sommes totalement en phase. Alors, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire et le plan que nous avons mis en place, en réalité, nous avons très rapidement mis en place un plan de riposte et ensuite un plan de soutien économique, social et humanitaire. Et je pense que la chose essentielle pour tous nos pays, c'était de réagir très vite. Les premiers cas en Côte d'Ivoire étaient donc aux alentours du 20 mars. Dès le 23 mars, avec 25 cas sur quand même 25 millions d'habitants, nous avons réagi. Nous avons mis en place ce plan et nous avons commandé tous les équipements, que ce soit donc les masques, les lotions, tout ce qu'il nous fallait pour nous protéger. Et immédiatement après, le gouvernement a mis en place un plan de riposte, un plan de soutien économique, social et humanitaire de 3 milliards de dollars, qui est quand même important, ce qui fait 5% de notre PIB. Et ce plan a été rapidement donc fourni grâce à la solidarité internationale, notamment les concours aussi bien des institutions internationales comme le Fonds monétaire, la Banque mondiale, la BAD, mais également donc les bilatéraux. Je me réjouis spécialement de ce soutien. Et comme le disait Macky Sall tout à l'heure, nous pensons qu'il faut faire plus. Notamment, vous voyez, ceci m'amène à une réflexion. Pendant des décennies, étant moi-même issu des institutions internationales, nous avons tous insisté que les pays industrialisés fassent 0,7% de leur PIB pour aider les pays en voie de développement. Avec cette crise, nous voyons que tous ces pays font 5, 6, 7% de leur PIB à cause de cette pandémie. Je crois qu'il y a une morale donc à tirer de cette situation. C'est-à-dire qu'il y a quand même un égoïsme des pays industrialisés pendant des décennies. Depuis l'indépendance, les pays en voie de développement courent après ces 0,7% et ça n'a jamais été atteint. Même les pays les plus valeureux n'ont fait que la moitié, 0,35%. Mais ce n'est pas pour dire que nous voulons tendre la main. Ce que nous voulons, c'est avoir les conditions au plan international pour nous aider à résoudre nos problèmes. Alors, quant à la Côte d'Ivoire, je dois dire que les premiers résultats nous donnent un certain espoir. Le taux de létalité est de 1 à 1,5%. Nous sommes à peu près à 25 décès et le taux des cas positifs est à 52-53%. Et les guéris sont à 45%. C'est-à-dire que les choses commencent à être bien maîtrisées. À la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas de couvre-feu. Nous avons donc repris toutes les activités littéralement, que ce soit les écoles, les restaurants, les hôtels, sur l'ensemble du territoire national. Mais 100% des cas se trouvent aujourd'hui à Abidjan. Depuis le 21 avril, nous n'avons aucun cas à l'intérieur du pays. Donc, nous avons isolé Abidjan pour pouvoir résoudre ce problème. Monsieur le Président Ouattara, une petite question également. Vous êtes, en tant que Côte d'Ivoire, un des champions en termes de, je dirais, production alimentaire et votre ambition est de jouer un rôle encore plus important dans la chaîne alimentaire. Et au plan de la production alimentaire, nous n'avons pas eu de problème. D'abord parce que la Côte d'Ivoire a toujours été un pays agricole et c'est pour cela que nous avons procédé à l'isolement très rapide
pour préserver l'intérieur du pays, où l'agriculture est la plus importante. Et ceci a bien marché. Nous n'avons pas aujourd'hui de problème de pénurie alimentaire. Il n'y a pas donc de risque à l'échelon même régional de crise alimentaire que certains éventuellement prédisent, Monsieur le Président? Oui, bien évidemment, pour la sous-région, on peut craindre un problème, mais nous avons maintenu, bien sûr, la fermeture de nos frontières, aussi bien au plan aérien, maritime que terrestre. Mais pour les marchandises, nous laissons donc les choses se faire. Donc, nous avons la possibilité, nous sommes reconnaissants aux pays voisins tels que le Niger, le Burkina, le Mali, qui continuent de nous fournir sur certains produits et nous aussi, nous les approvisionnons sur un certain nombre de cas. Donc, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, pas de problème. La sous-région, nous avons quelques inquiétudes et bien sûr le continent, les experts sont là pour le dire que les perspectives sont assez inquiétantes. Merci. Président Kenyatta. Je dirais donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais nous avons des plans sur chacun des grands sujets. Par exemple, nous avons un plan de solidarité qui fait 285 millions de dollars, un plan de soutien aux grandes entreprises qui fait 165 millions de dollars, un fonds de soutien aux petites et moyennes entreprises qui fait 250 millions de dollars, un fonds d'appui au secteur informel. Parce que vous voyez, chez nous, c'est le secteur informel qui a été le plus impacté avec la fermeture des maquis, des petits restaurants. Et là, nous avons mis en place un fonds de 165 millions de dollars et nous avons prévu une enveloppe spéciale de 500 millions de dollars pour le secteur agricole, pour revenir à la question que vous m'avez posée, parce que nous voulons maintenir la résilience du secteur agricole. Donc, pour le moment, les choses ne se passent pas trop mal. Je signale que notre taux de croissance avant la pandémie était estimé par les institutions de Bretton Woods à plus de 7%. Nous pensons que nous serons en 3 et 4% de taux de croissance malgré la pandémie. Merci, Monsieur le Président. Nous reviendrons dans un instant sur d'autres sujets. So, President Kenyatta, thank you for your patience. You recently urged African countries to collaborate more to overcome this crisis. So concretely, how can African countries increase information and resource sharing, in your opinion? Well, first and foremost, I want to take this opportunity to join my colleagues and to thank them all for participating and send my greetings, as well as yourself, Richard, for organizing this forum. But let me begin by saying that it is quite clear to me and to many of my colleagues across the African continent that our success in defeating this particular disease is going to be based both on our individual country responses, but more importantly, on our collective response as a continent, because that ultimately, given the porous nature of our borders, we need each other in order to overcome this particular problem. Let me go further and say that we have had very encouraging dialogue under the chairmanship of Cyril Ramaphosa, who is our current AU chair, where we have been exchanging ideas and possibilities, first and foremost on what we ourselves as a continent can do, and also equally joining together to see how we can get the international community to mobilize support, not necessarily just for individual countries, but for the continent as a whole. As I'm sure you are aware, we ourselves have tried to mobilize the limited resources that we have to develop a joint position. We have put money as Africa to our Africa CDC Center in Addis Ababa. We have also equally contributed towards trying to ensure that we, as a country and as a continent, are able to share the resources that we individually can do, be they PPPs, be they masks. How can we share the limited resources we have, not only within our own populations, but across the African continent? But ultimately, this is a problem that Africa alone will not be able to defeat. I continue to emphasize this is a problem that was not created by Africa, but has the greatest chance
of hurting Africa more than any other part of the world. So the international community itself also has an obligation to support this continent of ours in our endeavor to defeat this disease. And we are also appealing that this is not the time for blame game. This is the time to reach, find solutions, find the vaccines, get the economies open. Our countries are today, much more than ever before, dependent on the global economy. And the continued shutdown has affected many of our diverse industries where our bread and butter as a continent is, be it in Kenya, horticulture, tourism, be it mining in other countries. All these are industries that have hurt us. So we are not only faced with the problem of corona, we are also faced with a severe problem of underdeveloped economies, joblessness, but also the ravages of climate change, and as is happening currently in Kenya, now of severe floods. So let me just say that to win, it must be a partnership. To win, we must change the way we think. To win, we must change our approach to humanity. Richard, that's what I have to say. Thank you, Mr. President. Thank you. President Bio, thank you for being with us. Your country was one of the most affected by the Ebola epidemic earlier this decade. So this was an occasion, if I can say, for the African continent to learn many lessons. So how are they helping you to deal today with this crisis? Thank you, Richard. Your Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, I'm very happy to be part of this discussion. COVID has kept us apart, but through this technology, we are able to see one another and discuss the way forward out of COVID. Definitely, we suffered quite a lot with Ebola, and we were able to learn lessons as a result. And we have used that to bring to bear on the current situation. Before, we did not get any case of COVID in Sierra Leone until March 31st. That is because once we heard about it elsewhere, we took measures to control entrance into Sierra Leone. We didn't close our borders, but we are very vigilant in terms of monitoring everybody that came in. We immediately put in a quarantine system, a whole set of protocols to make sure that those who are coming in had to stay off from mingling with the rest of the public for at least 14 days before we allow them to go out, whether they were Sierra Leoneans or other nationals. So our first defense was actually to prevent any incident of COVID in Sierra Leone, and we did that right around all the ports of entrance into Sierra Leone, and for that is how we are able to keep Corona out of Sierra Leone for a very long time. Once we had our index case, our next move was what do we do to make sure it doesn't spread? And if it was going to spread, what would be our best effort to really reduce the speed of its spread as it has happened elsewhere? So from learning again from our past experience with Ebola, we immediately put in place measures to prevent it from moving out of Freetown, that is the capital city, into the other areas. Different measures, most of which have been mentioned by some of my colleagues and known around the world. We put all of those measures into place to reduce the speed. Of course, with different modes of transmission, it has been going around. At the moment, we have tested about 4,000 people, and the average number of tests per day now is between 150 and 170. We have had
534 cases, and we have only 33 deaths at the moment, and we are still putting together. What we did was, from Ebola, all those who had worked in terms of contact tracing, surveillance, we lost quite a lot of our medical doctors during the fight against Ebola. The remainder we were able to bring together, we put together a national structure. And from Ebola, one of the lessons we learned for just like coronavirus, without a vaccine and medication, the best medication is awareness among the population. Everybody knowing that this is the biology of this particular virus and the mode of transmission. Right across the country, everybody should know how to prevent being in touch with contact with anybody who has contracted the virus, and how we can stop it spreading. That is the best, that is the only medication in the absence of any correct biomedical intervention at this moment. So social mobilization is a great weapon in addition to other measures. Everybody working to make sure that they don't spread the disease. So the bitter lessons of Ebola has taught us quite a lot of taught us lessons that we were able to bring to bear on the situation. And we still have technical expertise within the country, which we were able to mobilize very quickly. So far, we have been able to really relatively contain the virus. Of course, it is spreading, but our move now is to make sure we slow and break the circuit of transmission and make sure that we get rid of it. Of course, it's a fight for lives and also fight for livelihoods, which is quite difficult, taking into consideration our economic and social situation. So some of the measures that have been used elsewhere, we have been finding difficult to use, and we have been really very circumspect not to use what others have used just because they are being used elsewhere, like complete lockdown, that hard lockdown when nobody comes out. It is not possible here. And what we have done is inter-district, and we have curfew to reduce the time for interaction among huge numbers of people. And so far, we have been relatively successful using the experience we've had and also the expertise. And that is how we've been able actually to control the virus so far. Thank you, Mr. President. Monsieur le Président Issoufou, j'aimerais revenir vers vous sur un sujet important. En dépit de cette pandémie et de la trêve évoquée par le secrétaire général des Nations Unies, les risques sécuritaires demeurent très importants sur le continent africain. Comment est-ce que la pandémie affecte-t-elle, en quelques mots, si je puis dire, la situation sécuritaire au Sahel notamment? La question s'adresse à moi? Oui, Monsieur le Président. La question s'adresse à moi, Richard? Oui, Monsieur le Président Issoufou, merci beaucoup, Richard. D'autres veulent réagir, ils sont les bienvenus. Richard, permettez-moi, avant de répondre à cette question relative à la sécurité, de faire un commentaire sur le nouveau paradigme qu'il faut mettre en place après cette pandémie. Je voudrais dire tout simplement que la mondialisation, globalisation a aboli vraiment les distances et toutes les conditions sont donc réunies pour que se manifeste ce qu'on appelle l'effet papillon, c'est-à-dire les petites causes qui produisent de graves conséquences, comme le prouve la crise sanitaire actuelle. Le Covid nous rappelle notre communauté de destin. Cette communauté de destin doit amener à réfléchir sur la conception et la mise en œuvre d'un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme suppose une nouvelle politique, nouvelle gouvernance politique et économique mondiale plus démocratique, l'accélération de l'intégration politique et économique du continent africain et des institutions démocratiques fortes, capables de promouvoir une bonne gouvernance politique et économique dans les différents États du continent. Ce sont, je crois, ces grandes questions qui doivent alimenter le débat au niveau continental comme au niveau mondial,
Ce débat ne doit plus être éludé. On ne peut plus éluder la question de la réforme, par exemple, des institutions des Nations Unies, notamment celle du Conseil de sécurité. On ne peut plus éluder le débat sur les inégalités et la nécessité de nouvelles dynamiques sur la répartition des richesses à l'échelle mondiale et à l'échelle de chaque pays. Ce débat, comme on le sait d'ailleurs, a préoccupé des générations d'économistes, mais la question n'est pas technique, elle est politique. Je voudrais rappeler d'ailleurs que le célèbre économiste américain Simon Kuznets, l'inventeur du PIB, comme on le sait, avait défendu la thèse selon laquelle les inégalités s'accentuent pendant les premières phases de l'industrialisation et diminuent spontanément aux phases avancées du développement. Il l'a dit pendant la guerre froide pour garder les pays en voie de développement dans l'orbite du monde libre. Mais en réalité, il n'y a rien de spontané. Il faut nécessairement que des forces s'organisent pour lutter contre les inégalités, pour concevoir et mettre en œuvre le paradigme post-Covid-19. Le nouveau paradigme, à mon sens, doit être centré non seulement sur la lutte contre les inégalités, mais aussi sur le défi climatique. Car le modèle actuel, le président Macky l'a dit tout à l'heure, agresse la nature, alors que nous n'avons pas hérité la terre de nos ancêtres, comme dit quelqu'un, nous l'empruntons à nos enfants. Le nouveau paradigme doit permettre à l'Afrique de mobiliser les ressources financières nécessaires pour sortir ces populations de la pauvreté. Cela doit être le résultat de plusieurs actions hardies qu'il faut entreprendre. D'abord, il faut promouvoir la capacité des États africains à lever l'impôt, cela est important. Mobilisation des ressources internes, au moins jusqu'à 24% du PIB, contre moins de 20% actuellement dans beaucoup de pays africains. Il faut aussi promouvoir les investissements directs étrangers. Il faut mobiliser les ressources de la diaspora africaine. Il faut enfin, le président Ouattara a évoqué ça, que les pays développés réalisent leurs promesses faites au début des années 70 de porter le niveau de l'aide publique au développement à 0,7% du PIB, ce qui est relativement faible d'ailleurs. Si on compare ce niveau au niveau du PIB, de l'aide apportée par les États-Unis dans le cadre du plan Marshall à la reconstruction de l'Europe, c'était 4% du PIB des États-Unis pendant 5 ans qui ont été consacrés à la reconstruction de l'Europe. Vous voyez, par rapport aux 0,7%, le niveau du plan Marshall était très élevé. Et enfin, et je crois que cela a été répété à plusieurs reprises par le président Macky, il faut annuler la dette du continent. Toutes ces actions supposent la promotion, bien sûr, d'un certain nombre de valeurs, dignité, liberté, solidarité, égalité, justice. Ce sont ces valeurs, je pense, qui doivent fonder le nouveau paradigme. Et pour revenir sur la sécurité, si vous permettez, pour revenir sur la sécurité, donc, on sait que l'Union africaine s'est fixée en 2020 pour objectif de faire taire les armes, qui est un des objectifs du premier plan décennal de l'agenda 2063, et l'Union africaine étant consciente de l'étroite liaison qui existe entre sécurité et développement. Or, la crise sanitaire actuelle a de graves conséquences socio-économiques. Récession, chômage, cela a été dit, accentuation de la pauvreté, notamment du nombre de personnes souffrant de la faim. Elle aura donc des conséquences certaines sur la sécurité. Néanmoins, en ce qui concerne le Sahel, dans l'immédiat, cette crise n'a pas eu de conséquences sur le développement des opérations militaires menées par la force conjointe du G5 Sahel, par la force Barkhane, par les armées nationales et par la force mixte multinationale dans le Sahel, notamment dans ce qu'on appelle la zone des 3 frontières et dans le bassin du lac Tchad. Nos forces de défense et de sécurité prennent de plus en plus l'ascendant sur les terroristes. Alors la mise en place de la coalition Sahel de lutte contre le terrorisme, décidée le 13 janvier à Pau par le G5 Sahel et la France, permettra de conforter cette tendance à travers notamment le démarrage de l'opération Takuba, qui sera formée par les forces spéciales européennes, par le démarrage également des forces en attente de la CEDEAO et de l'Union africaine. Nous souhaitons bien sûr la participation davantage de pays à la coalition Sahel,
qui est bâti autour de 4 piliers. L'intensification de la lutte contre le terrorisme, le renforcement des capacités militaires des États membres du G5 Sahel, le retour des États et de l'administration dans les zones sous menace terroriste et le développement économique et social. Je profite, Richard, de l'opportunité que vous m'offrez pour lancer un appel à la solidarité en faveur du Sahel, qui va connaître une triple crise, sécuritaire, sanitaire et économique. Donc, il y a vraiment des conséquences sur le plan sécuritaire qui sont là et auxquelles nous devrons continuer à faire face. Merci, Monsieur le Président. Président Macky Sall, Président Ouattara, Président Kenyatta. On n'entend plus. Je suis Président Macky Sall, vous On m'entendez? n'entend plus. Oui. Président Ouattara et Président Kenyatta. Richard. Sur la dette, est-ce que selon vous, qu'est-ce qu'il faut faire sur la dette commerciale et qu'est-ce qu'il faut faire sur la dette publique? J'aimerais avoir votre sentiment, Monsieur le Président Macky Sall. Pareil, Président Ouattara and President Kenyatta, I would like, after President Macky Sall and President Ouattara, to know what is your strong opinion about what should be done for the public debt and the commercial debt for Africa. Monsieur le Président Macky Sall. Merci beaucoup, Richard. Je voudrais, avant d'aborder ce point, revenir quand même sur les considérations nationales pour dire qu'à ce jour, nous avons un nombre total de malades testés positifs au Sénégal de 2617, avec 1133 guéris et 30 décès. Évidemment, nous avons 1453 qui sont encore en soins. Nous avons naturellement, à l'instar de tous les pays africains, lancé un programme national de résilience économique et sociale doté d'un fonds de 1000 milliards de francs CFA, c'est-à-dire 1,6 milliard de dollars, pour d'une part accompagner la résilience sociale des ménages, mais aussi la stabilité macroéconomique avec le soutien à l'entreprise et la protection des emplois. Nous avons aussi renforcé cette sauvegarde de la stabilité macroéconomique à travers des mesures fiscales innovantes, enfin, des réductions, même des effacements, mais également des programmes d'injection de liquidités en relation avec les banques. Et enfin, nous avons sécurisé les stocks stratégiques du pays, que ce soit les stocks alimentaires ou pétroliers. Nous avons bien entendu des inquiétudes si la crise devrait perdurer, que le Sénégal n'a pas la chance de la Côte d'Ivoire, qui a quasiment une autosuffisance alimentaire. Nous sommes gros consommateurs de riz et nous sommes à peu près à plus de 70% donc d'autosuffisance en la matière. Donc nous avons à préparer quand même cet approvisionnement si la crise devrait perdurer, surtout en Asie. En ce qui concerne la dette et ce qui a été dit, je dois aussi rendre hommage au Fonds monétaire et à la Banque mondiale, puisque leur réaction a été immédiate par la mise en place de dispositifs et de mécanismes, notamment la mise à disposition de droits de tirage spéciaux pour les États. Et cela n'est pas suffisant, c'est pourquoi j'ai dit, après avoir salué les gestes qui ont été posés, il nous faut maintenant aller de l'avant, notamment pour que la dette bilatérale soit annulée, ça prendra un peu de temps, mais en attendant, il faut rappeler que l'encours de la dette bilatérale de l'Afrique subsaharienne représente moins de 2%. Moins de 2% des ressources mobilisées au cours de cette pandémie pour les pays du G20. Donc, vous voyez les proportions. C'est moins de 2%. Il faut innover, bien entendu, sur la dette commerciale, parce que c'est surtout à ce niveau qu'il faut que les efforts soient faits, afin de soulager nos pays, qu'ils soient capables, bien sûr, de rembourser cette dette commerciale, mais qu'ils aient des espaces budgétaires devant leur permettre justement de poursuivre la riposte sanitaire qui se poursuit. Il faut faire les tests à plus grande échelle, il faut soigner les malades, il faut les mettre, les isoler. Et tout cela coûte beaucoup d'argent, il faut du matériel, nous l'avons dit, je ne reviens pas là-dessus. Mais il nous faut peut-être innover, et le groupe africain est en train de réfléchir sur
un véhicule peut-être à mettre en œuvre, et ce véhicule pourrait bénéficier du soutien ou de la garantie des pays partenaires, par exemple de l'Union européenne, des mécanismes aussi que le Fonds monétaire peut mettre en avant. Même les pays du G20 pourraient utiliser le droit de tirages spéciaux pour essayer de donner les garanties à ce véhicule qui pourrait soit racheter la dette commerciale, mais là, disons, les pays auront une durée, une maturité plus longue, ça va être une dette sur 15 ans, 20 ans, 25 ans maximum, et elle pourra être payée à des taux beaucoup plus faibles, de 2% à 3%, contrairement au taux classique des eurobonds. Voilà ce que nous demandons. Ce n'est pas de l'aumône. Nous demandons simplement plus de solidarité. Il nous faut un nouvel état d'esprit et il faut que nous comprenions que seuls les uns ne peuvent pas aller sans les autres, puisque le virus a montré qu'il faisait fi des frontières internationales. Le virus ne demande pas de visa pour entrer aux États-Unis, en Europe ou en Afrique. Donc, sur cette base, nous avons une communauté de destin et je suis absolument certain que si nous prêtons attention et que nous redonnons sens à l'économie réelle, c'est-à-dire celle-là qui permet d'investir davantage dans l'agriculture pour l'alimentation de la planète, dans l'énergie durable pour la préservation de notre climat, dans les infrastructures de la santé pour justement apporter les ripostes appropriées pour l'humanité, en l'éducation et la formation, bref, réaliser un développement qui a du sens parce qu'il mettra en avant le bien-être de l'homme tout court. Voilà ce que je crois dire sur ce point. Et sur la dette, il y a des efforts qui peuvent être faits. Et croyez-moi, les Africains sont extrêmement résilients. Les Africains ne sont pas des paresseux, contrairement à une idée qu'on veut répandre. Les Africains travaillent plus que les autres et gagnent beaucoup moins. Ils sont dans les champs, ils sont dans les usines, ils travaillent, mais ils subissent de manière injuste les conséquences de la mondialisation. On le voit sur le climat. Ce sont eux qui polluent le moins et qui subissent le plus les conséquences du dérèglement climatique. Il en est de même de l'économie. Aujourd'hui, les grandes économies ont des ressorts sur lesquels ils peuvent s'appuyer pour sortir de ces crises. Alors, qu'allons-nous faire après le Covid-19? Les conséquences seront beaucoup plus graves que les conséquences sanitaires. De quels moyens nous disposerons pour accompagner nos compagnies aériennes, accompagner notre tourisme, qui est l'une des mamelles pour un pays comme le Sénégal? Tout est fermé depuis 3 mois et ça va encore l'être d'ici un semestre. Voilà ce que je dis donc, c'est qu'on invente ensemble des mécanismes de solidarité qui permettent à l'Afrique en toute unité de pouvoir faire face à ces obligations. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Président. Président Ouattara, vous souhaitez réagir sur cette question de la dette, s'il vous plaît? And after President Kenyatta, I would like also to get your view on the debt queue, which is a very important one. Monsieur le Président Ouattara. Oui, merci, cher Richard, merci. Évidemment, la question de la dette, je voudrais d'abord me féliciter de l'initiative prise par l'Union africaine de désigner 4 de nos éminents experts, que ce soit mon jeune frère Tidjane Thiam, mon jeune frère Kaberuka, Trevor Manuel Ngozi, qui travaillent sur cette question et qui ont une expertise reconnue mondialement. Et je suis sûr que leurs discussions et leurs efforts nous permettront d'aller de l'avant. Je reviens pour dire que pour l'aide publique internationale, nous avons une opportunité avec cette crise d'avoir un nouveau départ et que les pays peuvent facilement respecter les 0,7%, puisqu'ils l'ont démontré en faisant des taux, en faisant des programmes de 5-6% du PIB en raison de cette pandémie. Donc, il y a un besoin de solidarité. En ce qui concerne la dette multilatérale, je me félicite des initiatives prises par les responsables, que ce soit Kristalina Georgieva, David Malpass, mon jeune frère Akin de la Banque africaine et d'autres, qui ont quand même mobilisé des ressources exceptionnelles et qui sont en train de voir des mécanismes spécifiques pour aider les pays africains notamment. Mais bien évidemment, nous avons la question de la dette privée. Cette dette privée doit être traitée de manière
sensible, nous allons sur les marchés internationaux. Nous considérons que les taux d'intérêt que nous payons sont surévalués, sont trop élevés. La Côte d'Ivoire a de meilleurs critères macroéconomiques que beaucoup de pays européens. Pourtant, quand nous allons sur les marchés internationaux, nous empruntons à 6%, alors qu'en Europe, ces pays empruntent à 1,5%, sinon moins. Donc, il y a un problème de reconnaissance de la stabilité et de la sécurité dans nos pays. C'est pour cela, personnellement, je suis très attaché au cadre macroéconomique. Et c'est ce que nous faisons en Côte d'Ivoire. Le cadre macroéconomique est un cadre donc stable. C'est un cadre qui prévoit des initiatives importantes. Après cette crise, nous allons remonter à des taux de croissance de 8-9% sur la décennie à venir. Donc, je voudrais insister sur le fait qu'il y a des efforts à faire. C'est des questions sensibles en ce qui concerne la dette privée. Je fais confiance au groupe d'experts que l'Union africaine a bien voulu mettre en place pour nous aider à trouver des solutions avec les créanciers du secteur privé. President Kenyatta, what is your personal opinion on the debt issue, which is a crucial one? Thank you very much. First and foremost, I just want to join President Macky Sall by thanking the Bretton Woods institutions, especially the IMF and the World Bank, for the very quick manner in which they responded to this disaster, acted and intervened on behalf of many African countries and many of the less developed countries across the world. But let me also say that we also need to be able to get a proper understanding, because I believe there is a huge misconception about this issue of debt. Africa has taken on this debt, and the debt that we have, be it public or commercial, with the primary purpose of developing weak infrastructure, from health to roads to power, in order to be able to create sustainable economies, economies that can create jobs for our young men and women. And I believe, and it can be laid to witness that as a result of a lot of this kind of investment, we have seen the growth patterns in Africa increase from very, very, very low 1-2 percentage points to many, and the largest number of countries that were recording the highest, among the highest economic growth rates in the globe, were found here on the African continent as a result of that investment. Now here we are, made the investment. We are now faced with challenges that are global challenges, that are really not African made, that have now resulted in our economies beginning once again to stagnate. And what we're saying is that this is an opportunity for the international community to be able to understand the continent and to be able to say, well, how can we be of assistance to these countries that are struggling to create not only growth, but also create employment and create social impact in terms of health, education, and other areas. And the only way to do so is to help us. As we were growing, we were able to sustain and to pay our debts. Now, with the shrinkage that has occurred in tourism and in all many other sectors, from the commodities that we export, the oil, the coffee, the tea, the cocoa, the other industries that we have been involved in, we were able to pay, and we were paying regularly. But now we have been hit by something, like I said, has not come out of the African continent, but has come from the outside. We now need fiscal space, not only to protect the health of our people, but to also ensure that those who have lost jobs are able to have a social safety net. This is the time for the world to come in and say, let us give Africa this space.
help them, give them enough opportunity to create the fiscal space in order to meet the social needs. And once we are again back on our feet, we shall be able to once again move forward. So in line with the theme of this meeting, I believe that this is the time that the world needs to look at each other in very different circumstances. We are not begging this time. We are saying, give us the necessary fiscal space in order for us to be able to cater for our people, in order for us to be able to sustain our economies, in order for us to be part of the global community. This is not a handout. This is support based on a crisis that was not created on the African continent. So I believe that this is the opportunity for the world to come to the fore and show that they and us can be partners for the future of humanity. Thank you, President Kenyatta. President Pio, are you aligned with what your peers just said? Sure, definitely. Africa has always been at the receiving end of most of what happens around the world. We have been making progress, as my colleague just said, and that progress again has been disrupted by COVID. We don't have the quantum of money to create the sort of economic packages, economic stimulus packages that are being bandied around the world. At least if we can be given the opportunity to stay, not to pay off on these debts, or if we can, I think, really be radical, talk about the cancellation of this debt, I think that would be a great service. And it will actually show that we are committed to making sure that the world, there is inclusion, that what we've been talking about for everybody, that Africa also is included in the process of developing. We don't want to be at the receiving end. And again, we have had to, we are dealing with COVID, and it's definitely going to have a great impact on our economies, weak as they are, but we have been making some effort. So I am totally aligned with the views expressed by my colleagues. And I think that is what we have to do if the world is to show solidarity with Africa in this fight against COVID, and the sort of resilience we need to build in our systems if we are going to make progress and restart our economies immediately after COVID. Thank you, Mr. President. Before we go to our conclusion, I would like just to share with you a very short video. We asked some young people, as you know, Africa is about our young people, and they want to have a voice, and they have, I think, some highlights, some questions that they would like to address. So I would like to share with you what some African young talent just told us a few days ago. Please, let's watch together this short video. In most African countries, businesses, startups, and small businesses owned by young people has been closed down. And to continue to work, they will need a capital. So how are the government going to ensure that the financial system are supporting and easing the access of funds to those businesses? With schools around the continent now closed, many children and their families, especially those in disadvantaged communities, are in a difficult situation. How will you ensure, or how are you ensuring that all children continue to have access to education and learning? Nous avons vu un déferlement d'initiatives numériques qui ont été portées par différents jeunes sénégalais de part et d'autre pour de la distribution, pour de la sensibilisation, pour des tests, en tout cas des tests en ligne. Comment avez-vous jugé ce support des populations, et pensez-vous qu'un jour nous puissions être intégrés dans les stratégies de riposte à des pandémies ou à des risques majeurs que court le pays?
So, le temps passe très très vite. Je vous propose que vous répondiez à une question importante. L'éducation. So, apparemment, le son n'arrive pas. So, I hope you will get the sound from me. Là, apparemment, le son arrive. Thank you. C'est malheureusement, c'est ce qui me permet d'espérer encore que les événements physiques continueront à avoir lieu. Beaucoup mieux que ces événements virtuels. I hope, President, that the physical event will be back soon because this world of virtual is okay, but I don't think this is our destiny. So anyway, how do you react? Comment réagissez-vous sur l'éducation? L'Afrique a besoin d'être encore plus connectée. Tout le monde n'a pas un ordinateur. Dans les zones rurales, how do you deal with online education in this current time? Who wants to answer? Qui veut répondre en premier à ce problème de l'éducation? Président Macky Sall, please. Je te remercie, Richard. L'éducation est un secteur transversal, fondamental pour le développement de nos sociétés. Nous avons au Sénégal considéré que nous devons tout de même changer de paradigme en matière d'éducation, orienter beaucoup plus les élèves vers les formations scientifiques et techniques, mais aussi vers la formation professionnelle. Puisque en réalité, le monde a changé et l'Afrique doit pouvoir se connecter, s'intégrer à l'économie mondiale. Les nouvelles technologies devront être aujourd'hui présentes dans notre quotidien. Donc, nous avons au Sénégal à peu près 75% des bacheliers, ils viennent des séries littéraires. L'enjeu, c'est que dès le primaire, qu'on essaye de créer de la vocation et que déjà au cours du cours moyen et secondaire, que nous puissions progressivement aller vers 50% au moins de bacheliers scientifiques et 50% peut-être littéraires avant d'inverser en faveur de l'enseignement technique et scientifique. Parce qu'il y va aussi du développement de ces startups dont la jeune fille du Rwanda a parlé, il y va de toutes ces nouvelles technologies, de la nouvelle orientation mondiale vers l'Internet des objets. Il faudra donc que nous, le produit qui est formé à l'école, soit un produit capable de vivre la mondialisation. Nous avons aussi, pour accompagner les startups, créé une délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les jeunes et pour les femmes qui annuellement reçoit une dotation de 50 milliards de francs CFA, c'est à peu près, voilà. Mais grâce au concours de la BAD, et je salue aussi les efforts de la Banque africaine de développement dans cette pandémie, tout comme la Banque islamique et vraiment tous les partenaires. Donc, grâce à leur action, à l'AFD, cette année, nous avons pu mettre plus de 200 millions de dollars à peu près dans le financement des startups, dans le financement de l'autonomisation des femmes, sans demander des garanties que ces jeunes ne peuvent pas payer. Alors, ce sont des solutions comme ça qui pourront nous permettre naturellement d'accompagner cette innovation de la jeunesse africaine, qui est une jeunesse très innovante, très entreprenante, qui l'a prouvé, mais qui a besoin de l'accompagnement de l'État, parce que les banques classiques, naturellement, n'acceptent pas de financer des projets sans garantie. Donc, il faut du partenariat public-privé, il faut que les États accompagnent, mais il faut que l'éducation soit à la base des efforts de notre développement. Je m'en arrête là parce que mes collègues doivent certainement dire des choses. Président Issoufou, s'il vous plaît. Monsieur le Président Issoufou, vous avez la parole. C'est moi qui parle? Oui, vous avez la parole, Monsieur le Président Issoufou. Oui, merci. Merci, Richard. Je voudrais, avant de répondre à la question sur l'éducation, rappeler qu'au niveau du Niger également, nous avons mis en place, face à la crise sanitaire, un plan de riposte d'un coût de 2,2 milliards de dollars et qui prévoit donc des mesures fiscales, des mesures de soutien aux PME et également un plan de soutien aux populations vulnérables. Et pour l'instant, le Niger enregistre à peu près 9 cas testés, 714 sont guéris
et on a enregistré jusqu'ici 55 décès. Donc, on essaie de contenir la pandémie et on y arrive avec les mesures barrières que nous avons mises en place. Maintenant, par rapport à la jeunesse, notre continent, comme on le sait, se caractérise par sa structure démographique avec une population très jeune. L'âge médian de la population est de 19 ans. Cette jeunesse de la population est à la fois un atout et un défi majeur. Ça ne sera un atout que lorsque nous serons capables de transformer cet actif démographique en dividende économique. Donc, il faut éduquer, soigner, former les jeunes. Et d'ailleurs, dans le cadre du programme de renaissance que nous sommes en train de mettre en place en œuvre au Niger, nous avons pour ambition de porter le pourcentage des jeunes orientés, par exemple, vers les centres de formation professionnelle et technique que nous privilégions jusqu'à hauteur de 40%. Étant entendu qu'il faut se rappeler, dans les pays développés et dans les pays émergents, ce ratio est de 60%. Donc, en 2011, il était de 8% au Niger. Nous allons le porter à 40% en 2021. Et c'est cela qui permettra d'améliorer l'employabilité, si je peux m'exprimer comme ça, de la jeunesse. De manière générale, en Afrique, nous recevons sur le marché du travail 10 millions de jeunes chaque année. Ces jeunes seront peut-être 30 millions en 2040-2050. Il faut donner de l'emploi à toute cette jeunesse qui arrive sur le marché du travail. C'est pour cela qu'il est important d'insister sur la mise en œuvre de l'agenda 2063, dont les différents programmes vont favoriser l'intégration et donc vont par conséquent permettre de donner les emplois qu'il faut à notre jeunesse. D'où la nécessité d'accélérer après le Covid la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale africaine qui devrait être mise en vigueur au mois de juillet prochain. Mais malheureusement, le Covid nous amène à différer la date de mise en œuvre. Des réflexions sont en cours pour que le calendrier de mise en œuvre soit effectivement accéléré. Mais à côté de la zone de libre-échange continentale, il y a également les autres plans de l'agenda 2063 sur lesquels il faut mettre l'accent. C'est le plan des infrastructures, par exemple, en Afrique. L'Afrique a besoin de chemins de fer, l'Afrique a besoin d'énergie, l'Afrique a besoin d'infrastructures aéroportières, portières, etc. Tout ça, ça va créer effectivement des emplois. On a besoin de développer l'industrie parce qu'il ne faut pas que l'Afrique continue à être un réservoir de matières premières. Tant que nous serons un réservoir de matières premières, eh bien, nous ne pourrons pas produire suffisamment d'emplois pour notre jeunesse. Il faut donc transformer nos matières premières, créer des emplois pour cette jeunesse qui va arriver par millions sur le marché de travail. Il faut mettre en œuvre aussi le plan de développement agricole de l'Afrique. L'Afrique importe près de 50 milliards de céréales chaque année, 50 milliards de dollars, j'entends, chaque année. Nous avons le pourcentage le plus important de terres arables dans le monde, donc il faut mettre l'accent sur le développement agricole, etc. Donc l'Afrique a beaucoup d'atouts. Et après le Covid, il va falloir accélérer cette intégration et la solution des problèmes qui se posent à la jeunesse aujourd'hui se trouve dans l'intégration. Merci, Monsieur le Président. Qui veut réagir sur les discours? Je voulais dire quelques mots, Richard, si vous me permettez. Je suis en parfait accord avec ce que mes prédécesseurs viennent de dire et insister pour dire à notre jeunesse qu'elle doit continuer d'avoir espoir. Je pense que cette pandémie a bien révélé que la stratégie que nous menons est la bonne, de mettre l'accent sur l'éducation et sur la santé. Je ne voudrais pas revenir sur tous les détails de ce que nous avons fait en Côte d'Ivoire ces 9 dernières années. C'est autant que le demi-siècle qui a précédé donc notre arrivée aux affaires. Et au niveau de la santé, cette pandémie nous amène donc à accroître la part des dépenses de santé et à améliorer les infrastructures au niveau de la santé. D'ailleurs, quand il y a eu la crise de l'Ebola, bien que nous ayons des pays voisins tels que la Guinée et le Libéria, nous n'avons pas eu un seul cas d'Ebola en Côte d'Ivoire. Et l'évolution actuelle donc, de la pandémie de la COVID montre qu'également le système de santé est assez résistant. Et je
considèrent que c'est une priorité. Maintenant, en matière d'éducation, je suis entièrement d'accord avec mon collègue, le président Macky Sall, que la formation technique et technologique est la meilleure. D'ailleurs, quand je vois un peu tous les startups que les jeunes essaient de mettre en œuvre, tout cela a été interrompu à cause de cette pandémie, parce que les couvre-feux, les difficultés de trouver des financements, tout cela impacte notre jeunesse. Et surtout en Côte d'Ivoire, nous voyons que le secteur du tourisme et de la restauration, les maquis, sont tenus en général par des jeunes. Donc les jeunes ont été fortement impactés par cette crise. Alors cela nous rappelle que nous devons mettre l'accent sur la formation des jeunes, la formation technique et technologique, et nous en avons la capacité. Par exemple, le traçage des cas de contact en Côte d'Ivoire, c'est grâce à un système technologique que nous avons réussi à maîtriser les choses et à faire en sorte que tout ce qui était à l'intérieur a été ramené à Abidjan. Et je continue pour dire que l'éducation est le meilleur investissement. Notre jeunesse est un trésor et que nous devons vraiment travailler à améliorer les conditions des jeunes. Et bien évidemment, cela doit aboutir à leur trouver des emplois. Et des emplois, ça veut dire une bonne politique économique, ça veut dire des investissements, ça veut dire donc la capacité des gouvernants à choisir les bons projets et à faire en sorte que les questions de gouvernance soient des questions prioritaires. Car c'est en améliorant la gouvernance qu'on améliorera les investissements et qu'on crée des emplois, notamment pour les jeunes. Je vous remercie. Merci, President. President Kenyatta, you wanted to react on this education or other questions asked by the youth. Thank you very much. And if you will allow me, I just want to go back to the previous subject that we were discussing, because indeed, as we are talking about this new world order, I also wanted just to say that I'd like to take this opportunity to thank those of the developed countries, especially President Macron, who has been in the forefront of saying that there is a need for this new world order, of saying that there is a need to support the most vulnerable nations, and I just wanted that point to come across. Secondly, to say that in Kenya, technology has played a huge role in changing the way we do things. Mobile money, mobile telephony has really changed the way in which Kenyans have transacted with each other, especially over the last 10 years. And as a result of that, a few years ago, we ourselves began the process of changing our curriculum to a much more competence-based curriculum, a competence-based curriculum that arms our young people with the skills that they require to face the challenges and the job market of the 21st century. And that's why when you hear of a lot of these young people who are doing deliveries, others, we in Kenya, for example, are using the mobile telephone system to distribute funds to the most vulnerable in our community. Virtually every single individual has a phone. It is creating greater transparency. And we are also seeing very many startups, because we must also look at it from that perspective. As a result also of the lockdowns that we have had, we have seen very many new startups that have come up using technology, using the internet to provide goods and services to people who have been locked in rooms. So it has also created opportunities and shown the great possibilities that exist, especially for our young people, through the use of technology, with the right training, to create opportunities, not only for employment, but also for growth of our economies in the so-called fourth industrial revolution. And I would just but encourage and say that I am very keen to work in partnership with these great young people who, as everybody who is participating today, my fellow colleagues have acknowledged, they actually are not the future of our continent, they are the present.
They are the majority. They are the ones who are there today. And mine is to say, let us work together in solidarity. Let us push our economies forward. Let us create these new opportunities. Let us forge together and make this continent, this youthful continent, the continent of tomorrow. Thank you, President Kenyatta. My question to all of you as a conclusion, and I will start with President Issoufou. If you have in one sentence an advice to give to the G20 countries, what will be this advice, please? Monsieur le Président Issoufou, quel conseil donneriez-vous au G20 qui se réunit dans quelques mois à Riyad? Alors, merci Richard. Moi, en quelques mots, ce que je pourrais dire, c'est qu'il y aura un avant et un après Covid-19. Il est extrêmement important que le monde réfléchisse sur un nouveau paradigme. Ce nouveau paradigme doit être fondé sur un certain nombre de valeurs. Solidarité, égalité, liberté et dignité. Cela est extrêmement important. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il est important que les ressources, parce qu'il y a beaucoup de ressources dans le monde, soient mieux partagées à l'intérieur des pays et entre les pays. Il faut par conséquent mettre en place les forces qui puissent faire bouger les lignes et qui puissent créer les conditions de la mise en œuvre de ce nouveau paradigme. Merci. President Bio, if you have an advice to give to the G20 countries, the G20 group, which will meet soon, the world leaders, what will be this advice, Mr. President? I think we have to be frank with Africa and support Africa to go through this particular pandemic in a way that we can resume normal activities again. But quite apart from this, I couldn't use my time to talk about education. If you can just give me 1 minute, I should be able to do so. We consider human capital development as very important for our development as a nation. And the best way you can develop the human being is by education, investment in education. And that investment must be fit for purpose. As we loom, as the fourth industrial revolution is looming, that education has to be fit for purpose. So what type of education do we give to our youth, especially taking into consideration the youth bulge, so that they are not a problem or a challenge in the future? It means that we have to educate them in a way that we can lead the fourth industrial revolution. We should not be at the receiving end. So even with all what is happening, what we have done is to make sure that using radio, television, the current technologies that are here, we are using everything to make sure that we can deliver education to all the remote areas in the country that we can reach. So Africa should endeavor to make sure that every effort is made to give quality education, especially with the prediction that we are going to have a very high population in Africa. We should make sure that that population is fit for purpose by making sure that we invest in education, that we place them ahead of the queue, so that we are not just consumers, but also Africa should be able to lead and take part in the fourth industrial revolution in a meaningful way. Thank you. President Kenyatta, your message that you shared on stage in Riyadh last October still resonates in my mind. What will be your next message to our friend who will meet soon in Riyadh from the G20? To our friends in the G20, I have one very simple message. Africa is not the problem, but through partnership, we can be part of the solution. Period. Thank you, Mr. President. Thank you. Monsieur le Président Macky Sall, quel message feriez-vous passer aux leaders du G20 où vous participez d'ailleurs très régulièrement? Voilà. Merci beaucoup. En fait, c'est un message d'espoir, un message de partenariat réaffirmé, et que nous devons non plus considérer l'économie et la finance comme une fin en soi, mais plutôt comme un moyen pour servir une fin, c'est-à-dire le progrès et le bien-être de l'homme. C'est pourquoi j'en appelle
nouvel ordre international qui met l'humain et l'humanité au cœur de la gouvernance mondiale. Ensuite, je sais que le G20 a les moyens d'accompagner l'effort de l'Afrique. Nous l'avons dit ici, dans ce plateau, il ne s'agit pas de mendier quoi que ce soit, mais il s'agit de des mécanismes qui nous permettront ensemble d'être résilients et nous sommes tout à fait capables de faire l'accompagnement de nos amis du G20. Merci. Monsieur le Président Ouattara, le mot de la fin. Quel conseil ou quelle observation souhaitez-vous faire à la veille d'un G20 qui s'annonce au mois de novembre et quelles conclusions souhaiteriez-vous apporter, Monsieur le Président? Je vous remercie. Je voudrais bien sûr dire que nous avons une position commune de l'Union africaine qui est portée par nos frères qui nous représentent à ce sommet et nous sommes totalement solidaires. Et je pense que le mot-clé, c'est, comme disait le président Uhuru Kenyatta, c'est la solidarité et le partnership. Et que l'Afrique est un continent d'avenir et je pense que certains s'en rendent compte. Il faut que tout le monde se rende compte que c'est bon d'avoir ce partnership pour aller de l'avant et pour que le monde soit un endroit où nous pouvons tous vivre en paix, mais également en sécurité. Alors pour conclure, je voudrais vous remercier, cher ami Richard Attias, d'avoir organisé cette visioconférence au nom de mes frères. Comme je suis le doyen d'âge en Afrique, c'est important. Je voudrais vous dire au nom de tous que nous avons apprécié cette occasion de nous retrouver et de remercier mes frères également pour les échanges que nous avons eus qui ont été très, très, très fructueux. Je pense que l'Afrique a tiré des leçons de cette pandémie. Je pense que ça ouvre des opportunités pour nous de mettre l'accent sur la santé. Nous le faisons déjà, mais il faut le faire encore plus, surtout que nous avons maintenant un soutien de la communauté internationale, de continuer de mettre l'accent sur l'éducation, sur la formation technique, technologique de nos jeunes, et de faire en sorte que ces jeunes gardent espoir et restent en Afrique, sur notre continent, pour aider à développer le pays. Et je pense que donc le Covid, la situation n'a pas été, elle est certainement difficile dans le monde, elle est difficile en Afrique parce qu'à cause des faiblesses de nos systèmes de santé, mais nous pouvons nous dire que nous avons quand même des taux de létalité qui sont faibles. Et nous avons des taux également de guérison qui sont élevés. Peut-être parce que chacun d'entre nous a pris un peu de nivaquine quand il était jeune, ou parce que notre population est très jeune par rapport aux autres, mais cela ne suffit pas. Nous devons encourager nos scientifiques, nos professeurs de sciences à faire des efforts, à trouver des médicaments, des choses qui soient adaptées à notre vie future, pour que si ces pandémies devaient se multiplier, on ne sait jamais, d'autres pandémies peuvent arriver, que sur le continent, nos ressources donc humaines puissent nous permettre de surmonter ces difficultés. Moi, personnellement, je suis très fier du corps médical en Côte d'Ivoire et dans beaucoup de pays africains, parce que ce corps médical a pris ce problème à bras le corps, à travailler de manière permanente, je dirais, pas continue, de manière permanente, et les résultats ne sont pas mauvais. Bien sûr, nous souhaitons tous sortir de cette pandémie, et si nous n'avons pas fait ce que les Européens ont fait, ou les Américains, si nous avons évité le confinement dans la plupart de nos cas, c'est parce que c'est contraire à notre culture. Nous avons des vies en société et nous avons adapté notre combat contre cette pandémie à notre culture. Et nous avons fait des couvre-feux à des moments. Nous avons essayé de séparer les régions. Nous n'avons pas séparé les êtres humains, mais nous sommes pour la distanciation. Nous sommes sur la mise en œuvre des mesures barrières. Ceci est très important pour résoudre ce problème donc, du Covid. Je voudrais maintenant terminer en remerciant également, Richard, vos experts
et votre staff qui nous a permis d'avoir ces échanges, parce que sans eux, nous n'aurions pas pu le faire. Mais nous espérons que malgré ce que nous nous sommes dit, et bien que cela ait été très fructueux, ce que nous souhaitons, c'est de vous revoir très bientôt en Côte d'Ivoire et je suis sûr dans les autres pays. Je dis bien de choses à tous mes frères et je souhaite à nos peuples une bonne santé et également de bonnes perspectives. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Président Ouattara. Vous avez prononcé un mot sur lequel je vais rebondir pour faire la dernière transition, le mot culture. Le mot culture, Monsieur le Président. Et je crois que malgré cette crise, je crois qu'il est important de penser et de rendre hommage à notre culture africaine. Donc, je fais passer le témoin de conclusion à une fille du continent qui est ambassadrice de bonne volonté auprès de l'UNICEF, notre sœur Angélique Kidjo. So to conclude, I would like to highlight the African culture and I will give the baton, I will give the floor to our sister, the Goodwill Ambassador of UNICEF, Angélique Kidjo. Merci à vous. Thank you very much, Your Excellencies. Merci à tous. Angélique, the floor is yours. Merci. Merci beaucoup.